C'est la crise dans l'une des plus prestigieuses écoles françaises. Tous les grands politiques, du président de la République au Premier ministre, en passant par le secrétaire général de l'Élysée, y ont fourbi leurs armes. J'ai nommé l'ENA, l'École nationale d'administration et de la haute fonction publique. Bonsoir Aurore Gorius. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le média en ligne lesjours.fr, spécialiste de la haute fonction publique et des élites. Il y a un an, Emmanuel Macron assénait qu'il fallait carrément supprimer l'ENA. Il y a quelques jours, un rapport a de nouveau mis les pieds dans le plat en appelant à une réforme du système en profondeur. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette école? Pourquoi est-ce qu'elle est sur la sellette? Elle est beaucoup sur la sellette depuis les Gilets jaunes lui reprochent beaucoup de choses notamment. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a voulu la supprimer, disait-il, mais c'est compliqué de supprimer l'ENA. En tout cas, elle est sur la sellette parce qu'il y a un manque de mixité sociale à l'entrée de cette école. Et puis, au cours de la scolarité, les étudiants de l'ENA ne font pas beaucoup de terrain. Donc, le grand reproche qui est fait aux énarques, c'est de gouverner d'en haut, de gouverner depuis Paris, de ne pas bien connaître le terrain, de ne pas bien connaître les réalités dans les territoires. Et du coup, c'est ce que les Gilets jaunes ont beaucoup reproché à cette école depuis un an. Quoi, voilà. On peut être parachuté du jour au lendemain, très jeune finalement, en sortant de l'ENA. Les énarques sortent assez jeunes de l'école, entre 25 et 30 ans, puisque il y a des fonctionnaires qui peuvent passer l'ENA en interne et qui ont déjà une expérience, mais c'est un concours qui recrute très peu. Le concours principal sont des gens qui sortent de l'ENA entre 25 et 30 ans et qui se retrouvent à la tête d'administration, par exemple l'administration de la santé, au ministère de la Santé, qui peuvent décider de fermer un hôpital, par exemple. Alors évidemment, c'est des décisions qui sont prises depuis un ministère et puis qui sont lourdes. Et qui sont lourdes. Donc ce sont des hauts fonctionnaires, c'est l'élite de la fonction publique qui a beaucoup de pouvoir et qui, du coup, ce qu'on leur reproche parfois, c'est d'avoir une logique gestionnaire, de prendre des décisions sur des bases comptables, sans connaître vraiment les répercussions sur le terrain, de fermer un hôpital, une maternité, ou de se retrouver du jour au lendemain sous-préfet quelque part, et sans bien connaître le territoire, puisqu'ils sont effectivement, à la sortie de l'ENA, ils sont parachutés quelque part, sans forcément connaître les réalités du terrain. Est-ce que travailler pour l'État, ça fait encore rêver aujourd'hui, notamment les rémunérations, qui sont bien en dessous de celles du privé? Effectivement, ça fait sans doute moins rêver qu'avant. Les rémunérations sont plus basses. Et puis l'État a perdu de ses prérogatives aussi. Il y avait un très bon film là-dessus, L'exercice de l'État, qui est un très bon film sur le sujet. L'État a perdu de ses prérogatives. Les fonctionnaires ont donc perdu du pouvoir. Et on voit de plus en plus de carrières de hauts fonctionnaires qui passent par le privé. Donc le mélange des genres, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires... Une sorte de pantouflage, un aller-retour entre Exactement. le public et le privé. Le pantouflage, c'est ça, c'est de sortir de l'ENA, d'être fonctionnaire, et puis d'aller travailler pour une grande entreprise et de revenir parfois dans l'administration, dans la fonction publique. Donc ça pose aussi la question des conflits d'intérêts, évidemment. C'est-à-dire qu'on va servir des intérêts privés et quand on revient, est-ce qu'on renvoie un ascenseur ou pas? Est-ce qu'on défend encore les positions de son ancien employeur? Donc ça pose question et c'est encouragé dans la réforme, dans le rapport Thiriet qui vient d'être remis. L'ENA, en tout cas dans ce rapport, le rapport préconise un bureau qui faciliterait la circulation entre la fonction publique et les entreprises privées. Et ça pose plein de questions puisque les conflits d'intérêts, c'est quand même au cœur c'est un des problèmes majeurs du pouvoir d'Emmanuel Macron. On l'a vu avec l'affaire de Levallois. Emmanuel Macron vient lui-même de la banque, du secteur de la banque. Oui. Édouard Philippe d'une grande entreprise. Areva. Exactement. Emmanuel Macron, comme beaucoup d'anciens présidents de la République, est énarque, comme Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy ne l'était pas, mais Jacques Chirac l'était et François Hollande aussi. Effectivement, il n'a pas fait ses 10 ans au service de l'État. Il est allé pantoufler dans la banque Rothschild. Mais on peut aussi prendre effectivement l'exemple du Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui a travaillé chez Areva pendant 3 ans. Il a même été lobbyiste chez Areva. Donc évidemment, après, quand ces gens reviennent dans la haute fonction publique, ça pose des questions. De conflit d'intérêts. Alors, autre dossier épineux, le fameux classement de sortie. Mieux on est classé, plus on a le choix du grand corps dans lequel on peut aller travailler. Si on est dans les 15 premiers, en gros, ça s'appelle la botte, oui, c'est ça? Et effectivement, c'est ça, c'est-à-dire, alors c'est un système assez pervers qui est dénoncé par les étudiants eux-mêmes, d'ailleurs, à différentes promotions ont dénoncé ça. Il y a un classement de sortie, la botte, c'est les 12 ou 15 meilleurs étudiants de l'ENA qui ensuite vont aller dans ce qu'on appelle les grands corps. Alors qui sont l'inspection générale des finances, l'inspection générale des affaires sociales, la Cour des comptes, le Conseil d'État, ces endroits où il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens, qui contrôlent, qui produisent des rapports, qui orientent l'action de l'État. Et le rapporteur, justement, qui est revenu sur le fonctionnement
de l'ENA parle d'archaïsme. D'archaïsme, parce qu'en fait, les grands corps vont se servir, vont se servir des meilleurs, enfin, vont aller chercher les meilleurs recrues de l'ENA, les élèves les plus brillants, sauf que, encore une fois, ce sont des élèves qui n'ont pas forcément fait beaucoup de terrain. Et par ailleurs, ça crée aussi des logiques à l'intérieur de l'ENA entre guillemets, de bachotage. C'est-à-dire, au lieu de faire une formation pour acquérir des compétences, les étudiants de l'ENA rentrent par concours et ensuite essayent de se classer le mieux possible. Donc en fait, on va essayer plutôt d'avoir des bonnes notes auprès de tel professeur ou de travailler les matières qui ont les plus forts coefficients pour pouvoir sortir et ça premier provoque dans l'ENA. Une sorte de reproduction sociale aussi qui est tout l'inverse de l'ADN de l'ENA, qui est créé en 1945. Alors, par le général de Gaulle, qui veut justement éviter le copinage, c'est ça, dans la fonction publique. Effectivement, c'était l'idée de départ, c'est en 1945 de créer une école avec une filière unique de recrutement des hauts fonctionnaires, avec un concours, donc sur des critères objectifs, pour éviter la cooptation. Parce qu'avant, les grands corps cooptaient eux-mêmes leurs propres recrues. Donc ça tournait, voilà, les choses n'étaient pas très ouvertes, on va dire. Donc c'était l'idée de départ, et puis malheureusement, ça a été en quelque sorte dévoyé, parce qu'un concours, il y a des critères, et c'est tout le paradoxe des concours, c'est que ça crée de la reproduction, puisqu'après, il y a des filières pour y arriver, il y a des recettes pour les réussir, et ça se transmet dans des formations, ça se transmet même dans la famille. Et dans la famille, et ça pose la question de la mixité sociale. Là, pour le coup, carton rouge pour l'ENA, et pas que d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes aujourd'hui pointe du doigt Polytechnique également. Il y a 70% des élèves de l'ENA qui sont issus des CSP+, des catégories sociales favorisées. Voilà. La majorité sont parisiens. Voilà, donc c'est un recrutement Île-de-France-Paris, et beaucoup d'hommes aussi. Donc, les blancs. Oui, effectivement. Et donc, l'une des idées du rapport Thiriet qui a été remis, c'est de modifier ce concours d'entrée, de recruter des étudiants à 50%, et l'autre moitié, ce serait des fonctionnaires qui auraient déjà exercé pendant un certain temps, donc qui ont déjà une expérience de terrain, qui sont plus âgés, et aussi qui sont rentrés par des voies différentes dans la fonction publique. Et pour justement améliorer aussi cette mixité sociale, est-ce qu'on peut s'inspirer, est-ce qu'il est prévu de s'inspirer de Sciences Po, précurseur? Oui. Il y a 20 ans, ils lancent déjà un concours spécial égalité des chances. Voilà, Sciences Po a été précurseur. En 2001, ils ont lancé un recrutement dans des zones moins favorisées que Paris, comme la Seine-Saint-Denis par exemple. Il y a eu polémique un peu à l'époque, parce qu'évidemment, les étudiants qui sont recrutés par ce concours, ce troisième concours ou ce deuxième concours, au début ont été regardés un peu de haut par les autres étudiants. Ça fait grincer des dents, toujours encore un peu. Ça fait encore un peu grincer des dents, mais ça produit quand même des effets, puisque à Sciences Po, en 15 ans, le nombre d'étudiants appartenant issus de familles ouvrières ou employées est passé de 3 à 10%. Donc c'est pas révolutionnaire, mais ça progresse quand même en 15 ans. Et on peut imaginer que pour l'ENA, ça pourrait être pareil. En tout cas, c'est un des projets du rapport Thiriet. Eh bien, merci beaucoup, Aurore Gorius. Je rappelle que vous êtes journaliste aux médias en ligne, lesjours.fr. Et évidemment, le Premier ministre doit donner les premiers contours de cette réforme, normalement en avril. Donc, on va suivre, évidemment, ce Big Bang ou ce simple toilettage de l'ENA. On verra cela tout de suite. C'est dans l'air, et qui est intitulé ce soir « Coronavirus, l'épidémie à nos portes ». Bonne émission avec Caroline Roux.